Merci à Stéphanie, à l'ensemble des médiateurs, à Jean-Michel de m'avoir invité à communiquer sur mes travaux sur la Chartreuse de Sainte-Croix. Donc c'est à moi que revient le dur travail, la dure tâche de recontextualiser toutes ces peintures murales. Donc je vais essayer de faire ça au mieux, en sachant qu'on est sur un site qui est bien complexe, avec beaucoup de phases de construction. Donc ces résultats sont en fait des résultats de 2 opérations d'archéologie préventive réalisées sur l'église. La première en 2021, fait avec ADES, la Société d'archéologie, investigation archéologique ADES, et en 2023 avec l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui ont permis en fait d'étudier une partie des élévations, il en reste encore, la tranche 3, une partie des élévations intérieures et extérieures du bâtiment. Donc là, je vous ai mis quelques photos d'ambiance pour vous rappeler aussi notre présence, parce qu'on des fois, on est un petit peu plus discret. La première année, on n'a pas été du tout discret, puisque vous avez tous ces grands échafaudages qui sont apparus et qui étaient nécessaires pour évacuer l'ensemble des terres. La pelleteuse qui a dû passer par l'église, je m'en excuse auprès de... peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui croient. Voilà. Et ensuite, des photos de ma collègue qui a travaillé avec moi en 2023 sur l'ensemble des élévations. Donc ces interventions interviennent sur un site qui a fait l'objet de plusieurs études archéologiques depuis les années 1990. Le riche passé du site, qui est visible, et vous l'avez vu ce matin, a imposé un suivi des différents projets d'aménagement par le service régional de l'archéologie. Alors ce dernier a appuyé d'abord des fouilles programmées avant de prescrire plusieurs opérations préventives pour accompagner les travaux de restauration d'abord du petit cloître, de la cour des Pairs, où on a des collègues de l'INRAP qui ont fait un diagnostic en 2021, et plus récemment de modernisation de réseaux d'assainissement. Donc vous nous avez vu un petit peu partout. L'église médiévale a cependant cristallisé le regard des historiens de l'art et des archéologues depuis la fin du 19e siècle, en fait, depuis qu'Antoine Vacher et la Diana ont redécouvert les peintures murales de Thibaut de Vassalieu. Donc jusqu'aux premiers travaux qui ont été envisagés dans les années 90, en 1996 précisément, par l'architecte Jean-François Grange-Savany. À ce moment-là, l'unité de recherche archéologique cartésienne, sous la direction de Jean-Luc Mardefroy, avait procédé aux premiers relevés architecturaux, archéologiques du bâtiment. Je vous ai mis un de leurs relevés. Et réalisé 2 sondages de faible ampleur dans la sacristie sous le plancher qui a été remplacé en 2021. Donc, entre 2017 et 2019, dans le cadre de mes recherches doctorales, une nouvelle lecture du bâtiment avait également été proposée. Donc ces différentes opérations ont permis en fait d'avoir une première lecture du bâtiment, mais elles ont toutes en commun un inconvénient, c'est celui de ne pas avoir eu accès directement aux maçonneries. Toujours une étude depuis le bas. Donc, aujourd'hui, avec ces 2 opérations de fouilles préventives, bien sûr, ces opérations de fouilles préventives vont dans la continuité des premières observations réalisées par mes prédécesseurs, mais elles bénéficient surtout de cet accès privilégié aux maçonneries, un accès qui a permis de vraiment comprendre le bâtiment et de comprendre les différentes phases de construction. Donc vous voyez un petit peu la différence entre le relevé de Jean-Luc Mardefroy, qui l'a fait depuis le bas, et un relevé qui est un peu plus précis et qui a été acquis grâce à un accès sur échafaudage notamment. Donc, dans le cadre de ces opérations, donc, on a un accès privilégié aux maçonneries. On va les regarder très précisément, mur par mur. Et chaque maçonnerie va être considérée en premier lieu par un paramètre qui est la nature pétrographique des matériaux de construction. Et ici, majoritairement, on va se retrouver avec du schiste extrait localement sur le rocher sur lequel on a construit le monastère. Et on va retrouver plus ponctuellement des grès, des calcaires et des briques. Je vous donne toutes ces informations parce qu'on va les revoir plus tard. Donc le deuxième paramètre qu'on va regarder et qui est pris en compte, ce sont les modules des matériaux. Et là aussi, je vais vous montrer un petit peu les différences, un peu le travail de l'archéologue du bâti à regarder ces modules de construction. Ici, majoritairement, on va avoir des dalles et des moellons de schiste, et plus ponctuellement, on va avoir des pierres de taille. Alors, est-ce que ça apparaît ? Oui. Voilà, donc là, je vous ai mis un exemple de trous de boulin bouchés. Donc les trous de boulin, ce sont les ancrages d'échafaudage
pour la construction du bâtiment. Donc la troisième paramètre considéré, ce sont les traces d'outils de façonnage des différents matériaux utilisés. Ici, je vous ai mis un extrait d'une marque lapidaire. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais voir avec mon... On va essayer avec ça. Est-ce que ça marche? Pointeur laser. Ici, au niveau de mon pointeur laser, vous avez une marque lapidaire sur une des pierres de l'abbé du Chevet. Enfin, on va étudier également la composition et la préparation des mortiers de construction et de toutes ces parois murales. Donc la confrontation de tous ces éléments vont permettre de définir une mise en œuvre pour chaque maçonnerie et donc de comparer toutes ces maçonneries les unes par rapport aux autres. Toutes ces comparaisons nous ont permis en fait de comprendre le chantier de construction de l'église médiévale, mais aussi sa chronologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut restituer 4 périodes de construction plus ou moins bien cernées, de l'époque médiévale jusqu'à la période moderne. J'évacue la période contemporaine. Si vous avez des questions dessus, je vous répondrai derrière, bien entendu. Donc, les sources archivistiques, malheureusement, sont assez muettes sur l'architecture de la Chartreuse de Sainte-Croix à la Fondation. Qu'est-ce qu'on sait de cette chartreuse? On sait qu'elle est fondée par Béatrice de la Tour du Pin, qui est veuve de Guillaume de Roussillon. Qu'elle est légitimée dans une lettre écrite par Béatrice de la Tour au prieur de la Chartreuse de Vauvert, qui était située à Paris, puisqu'elle n'existe plus. Elle y raconte un songe dans lequel elle aurait aperçu à plusieurs reprises une croix resplendissante de lumière au milieu de plusieurs étoiles, lui indiquant un lieu pour fonder le monastère. Ce songe est plus ou moins inventé. En tout cas, on admet aujourd'hui que c'est supposément une invention. En tout cas, il n'est pas sans rappeler celui du duc de Grenoble lors de la fondation de la Grande Chartreuse. Au moment où Saint Bruno cherche à fonder son monastère, il a cette vision. Et les étoiles dans les 2 songes représentent justement Saint Bruno et ses disciples. Donc dans les faits, on a une charte de fondation. Je vous ai mis 2-3 extraits de cette charte de fondation qui a été publiée par Claude Laboureur, qui est dans sa publication sur l'Hellebarbe. Cette charte de fondation, elle est réalisée le 24 février 1280 dans le cloître du prieuré de Taluyer, en présence de plusieurs prélats. On va retrouver l'évêque de Valence, de Die, l'abbé de Saint-Chef, l'abbé de Savigny, donc de grosses abbayes locales, mais également des chartreuses, des représentants de chartreux et de chartreuses plus éloignés. Donc en premier lieu, bien sûr, je répète un petit peu peut-être que ce que vous avez vu ce matin, mais ça permet de recaler tout ça. Donc en premier lieu, on a un domaine qui est délimité par les montagnes, ce qui permet en fait de répondre aux contraintes voulues d'isolement par les pères chartreux. Ce site sur lequel on va construire le monastère est délimité par 2 rivières, le Guiranche au sud et le ruisseau du Boissieu au nord, dans la paroisse de Passevin, au diocèse de Lyon. Tout ça, c'est écrit dans la charte de fondation. Le site, avant la création de la Chartreuse, semble déjà occupé, mais pas par un château, pas par un autre site. On sait qu'en proximité du site, on a un moulin. En tout cas, on sait qu'il y a quelque chose qui utilise l'eau du Guiranche et du Boissieu. On ne délimite pas précisément cette occupation hydraulique. Mais en tout cas, le moulin, aujourd'hui, qui est encore conservé, doit être un de ses successeurs. Donc le domaine est bien sûr complété, la charte de fondation complète le domaine monastique par des parcelles qui sont situées tout autour. Et la charte de fondation s'arrête là, on n'a aucune information sur l'architecture de la Chartreuse. Donc l'archéologie prend le relais cette fois-ci. On a reconnu les vestiges d'une construction pouvant remonter à la fondation de la Chartreuse, si... J'en ai bien envie et je vous expliquerai pourquoi. En fait, aujourd'hui, c'est ce premier bâtiment constitue les parties basses, les sous-bassements du bâtiment actuel. Donc la fouille a établi en fait qu'il s'agissait d'un bâtiment orienté nord-est-sud-est, d'environ 8 mètres de large et 10 mètres de long. Donc il a été reconnu sur une hauteur maximale de 3 mètres. Et donc les parties hautes et le couvrement de ce bâtiment ont totalement disparu. Elles ont disparu parce qu'on a reconstruit l'église au-dessus. Donc on a un bâtiment qui est un petit peu
pas complet. Voilà. Donc les données sur ce bâtiment montrent en tout cas un ouvrage très cohérent, très soigné. On a la base des murs qui repose sur le rocher, qui a été aplani. J'évoquerai un petit peu plus tard la question de l'extraction des pierres de taille qui ont été... on a observé des fragments de carrière. Et ces murs de ce bâtiment reposent également sur des couches de mortier qui permettent en fait de fixer le bâtiment comme il se doit. Donc au-dessus, bien sûr, on a l'élévation qui a été réalisée au niveau de... Alors attendez. Qui a été réalisé au moyen de moellons, de schiste, donc ça je vous ai dit. Et je vous ai mis un extrait d'un parement. Vous constaterez qu'ils sont extrêmement bien équarris, qu'ils sont extrêmement bien incisés. Et ce type de construction, de mise en œuvre, on ne va pas le reconnaître ailleurs dans la construction de l'église. Donc en fait, en repérant ce type de construction, avec le mortier de construction qui lui est associé, en comparaison les différentes maçonneries, on arrive à restituer ce bâtiment qui est ici. Donc, ce bâtiment, il a conservé ses ouvertures et ses accès d'origine. On va avoir 2 baies qui témoignent d'un dispositif d'éclairage direct depuis le nord. Donc, je vous ai mis un relevé pierre à pierre du mur goutreau nord, le parement intérieur. Les 2 baies sont entourées. Elles sont un petit peu bidouillées par la suite, mais elles sont encore là. Elles sont situées à 2,30 m l'une de l'autre et elles sont extrêmement bien appareillées au reste du bâtiment. Alors bien qu'incomplète, ici je vous ai mis une photo d'une des baies, le profil de ces baies peut être restitué. On a des baies qui sont ébrasées légèrement. Ces baies, elles mesurent 1,15 m de large et on a des pieds droits qui s'appuient sur des appuis maçonnés formant glacis. Donc on a 2 accès également identifiés. Donc je vous ai mis cette fois-ci le mur de refend qui sépare la sacristie du chœur actuel, le parement qui est visible depuis la sacristie, et on a en partie basse, donc sous le plancher actuel, le plancher installé en 2021, on a une porte qui est conservée. Donc cette porte, elle permet un accès au bâtiment depuis l'est. Son seuil est directement taillé dans le rocher, qui est préalablement aplani, et ses pieds droits sont construits en pierre de taille calcaire et en moellon de schiste. Et donc cette porte, elle est quand même assez monumentale, puisqu'elle mesure 1,80 m de large et 3 m de hauteur. Donc on est quand même sur un bâtiment assez monumental, avec des portes extrêmement soignées. Et sa situation centrale dans le mur oriental du bâtiment nous pousse à l'identifier comme l'accès principal de ce dernier. On a une autre porte qui donne accès au bâtiment, mais cette fois depuis le sud. Là, je vous ai mis un relevé d'élévation du mur goutreau sud, donc du mur sud de l'église, parement intérieur. Cette porte, là encore, est visible sous le plancher de l'actuelle sacristie, donc elle est un petit peu... On ne la voit plus aujourd'hui. Elle est également construite en pierre de taille calcaire, mais elle est un petit peu plus abîmée, mais elle est toujours aussi monumentale, puisqu'elle est conservée quand même sur 2,58 m de hauteur. Donc ces 2 accès nous permettent de restituer un niveau de circulation qui est relativement irrégulier, mais qui s'adapte aux dénivellations du rocher, puisque l'église en fait est installée, construite au niveau d'une chute topographique. En fait. Ils ont profité d'une chute topographique pour construire l'église. Donc ici, je vous ai mis à chaque fois la petite icône, une petite axonométrie, à la fois restitution, mais ça vous permet un petit peu de voir un peu ce qu'il en reste et de visualiser un peu mieux ce bâtiment. Donc la porte, les photos de la porte. Donc la datation de ce premier bâtiment demeure une difficulté. Les caractéristiques de construction, les liaisons entre les parois montrent qu'on est dans un bâtiment qui est très homogène, qui ne remplace pas, qui n'intègre pas un bâtiment qui est déjà existant. Donc on sait que c'est un bâtiment qui est construit in situ. On a un arasement net de ce bâtiment qui est très régulier, qui montre que sa destruction a été choisie, elle a été pensée pour qu'on l'intègre au bâtiment suivant. Donc quelque chose l'église qui est toujours en élévation actuellement. Sa datation, donc elle est possible par des éléments en bois qui viennent sceller la destruction, et 2 de ces éléments en bois ont fait l'objet de datation. Donc le premier présentait des traces de remploi,
Il a fait l'objet d'une datation radiocarbone parce qu'il était mal conservé, pas assez bien conservé pour une datation dendrochronologique. Cette datation remonte à la toute fin du XIIIe siècle. Avec donc le jargon, c'est quand on fait une datation C14, on nous donne une fourchette chronologique et on a une sorte de schéma qui nous explique les pics de datation. Et là, le pic de probabilité le plus important fait remonter ce bois aux années 1260-1280. Le second bois, qui lui ne présentait aucune tasse de remploi, a été daté par dendrochronologie. Donc la dendrochronologie, c'est la datation par les cernes de bois. La date d'abattage remonterait à l'année 1331. Donc ici, l'hypothèse d'une utilisation de bois ancien qui appartient à la destruction de notre bâtiment, associée à des bois nouveaux qui appartiendraient à la construction du bâtiment qui est futur, pourrait nous donner une idée de la date de construction de ce premier bâtiment entre 1280, la fondation de la Chartreuse, et 1331. Alors les archives en parallèle nous donnent quelques informations, bien sûr. On a l'acte de fondation de 1280, mais surtout on a l'incorporation à l'ordre des Chartreux en 1281. Et cette incorporation, en fait, n'est valable que si on a déjà des édifices construit et utilisable pour la vie régulière. Sans ça, aucune maison n'est intégrée à l'ordre et ce prérequis, il existe depuis 1222 dans les statuts de l'ordre dit de Don Jancelin. Donc, en 1281, potentiellement, on a déjà des bâtiments de la Chartreuse. Ces mêmes statuts posent le principe d'une inspection systématique de commissaires de l'ordre. Et en 1281, on va voir des pairs chartreux arriver à Sainte-Croix pour superviser les travaux. On a Ponce de Sablières et Don Ismidon qui deviendront par la suite les premiers prieurs de la Chartreuse. Alors ici, je fais appel aux données que Sylvain Escoffon, maître de conférence à Saint-Étienne, a pu déjà évoquer avec certains d'entre vous. Donc son identification comme église primitive du monastère reste aujourd'hui difficile à prouver. La physionomie, même si les datations coïncident assez bien, la physionomie du bâtiment montre qu'on est quand même dans un bâtiment qui est assez vaste, qui est bien éclairé, qui a une certaine monumentalité. Il possède des accès assez cohérents avec les pratiques liturgiques cartésiennes de l'époque. Cependant, on a une orientation inversée, l'entrée à l'est, qui interroge puisque les églises au XIIIe siècle sont plutôt orientées. Donc son attribution aux premières années du monastère pourrait justifier cette incohérence architecturale, d'autant plus qu'il est venu s'installer donc justement sur une plateforme qui a été créée artificiellement. Alors dans ce secteur, la topographie actuelle, et notamment la reconstruction 18e, efface très largement le rocher et la topographie d'origine. Mais dans le secteur de l'église, il n'y a pas de bâtiment. Donc on a conservé le relief, en tout cas grâce au lidar, on peut sortir toute une série de courbes de niveau. Et on a conservé le relief, peut-être d'origine, en tout cas un peu moins perturbé que toutes les autres constructions, par les autres constructions de l'époque moderne. Ce qui fait que ce bâtiment vient s'installer très certainement dans une zone où on a extrait des matériaux pour la construction de bâtiments. Je vous ai mis plusieurs photos de parois d'extraction qui sont visibles dans les soubassements actuels de l'église. Et surtout, si on observe les différentes courbes de niveau qui ont conservé, on espère, leur niveau d'origine, leur aspect d'origine, on voit qu'on a une sorte de replat devant l'église qui pourrait justifier en fait la construction de cette église à cet endroit-là. On utilise les zones d'extraction, on utilise un replat qui permet un accès facile, le tout dans un moment où on est en période de fondation, dans une période où on s'adapte plus à ce qu'on a qu'on s'adapte à ce qu'on veut. Ce qui expliquerait donc qu'on est dans un bâtiment transitoire et que très très vite, on construit une deuxième église, en tout cas une nouvelle église. Donc cette nouvelle église, on l'attribue au premier tiers du XIVe siècle pour le moment, parce qu'il y a la date de ces bois, la plus récente, de 1331. Je reviendrai sur cette datation un petit peu plus loin. Donc cette fois-ci, il s'agit clairement d'un lieu de culte, mais attention, il n'y a pas de peinture murale, toujours pas. Donc la nef repose donc sur l'arase du premier bâtiment. Les vestiges de ce premier bâtiment en fait, jouent le rôle de soubassement, et les fenêtres nord qui éclairaient ce premier bâtiment en fait, sont réduites.
Je vous mets un petit peu des photos du bidouillage qui a été fait pour réduire ces fenêtres. Ces nouvelles ouvertures en fait, laissent à penser que le soubassement reste vide, il n'est pas comblé. Elles témoignent donc toujours d'un dispositif d'éclairage, mais elles permettent quand même une aération des parties basses. C'est le problème de l'église, et encore actuellement, d'où toutes ces restaurations, c'est le problème de l'humidité. Et semble-t-il que déjà, dès le départ, ils le savent, et aèrent, et on verra, font d'autres aménagements. Donc au-dessus de l'élévation de la nef, on va avoir un mode de construction très hétérogène, des schistes, mais qui ne sont pas très bien assisés. On utilise des petits modules, des déchets de taille, et tout ça, on essaye de faire des assises au mieux, en tout cas. Mais toute l'élévation, elle est chaînée, tous les murs sont chaînés entre eux, et on a un même mortier de construction qui est utilisé partout. Par contre, ce qui caractérise cette phase de construction, c'est l'utilisation de briques, d'un module très particulier. Je vous ai mis 2 photos de ces briques utilisées que j'ai prélevées, qui sont utilisées dans les élévations des ouvertures et de certains aménagements liturgiques. Donc, concernant les proportions de cette deuxième église, en fait, on n'a plus que la nef. Cette nef, en fait, c'est une nef unique, et la fouille a établi qu'elle reprenait les dimensions du premier bâtiment. Elle est délimitée à l'est par un arc triomphal. Et celui-ci, donc, est construit en pierre de taille, et on associe à ces pierres de taille des briques pour compléter et homogénéiser la construction. À cet arc triomphal, on a pu associer un niveau de plancher. Donc celui-ci, là cette fois-ci, je vous ai mis l'élévation du parement nord intérieur. Le trait rouge permet de vous situer le niveau de circulation de cette nef. Et ce niveau de circulation peut être restitué grâce à des encoches de solives et des encoches de poutres muralières qui ont été conservées, bouchées dans les élévations. Le fait qu'on ait un creusement, un bouchage avec un mortier différent de la construction, on arrive à dissocier la phase de construction avec la phase de on bouche et on détruit le plancher. Donc ce niveau de plancher, il se situe parfaitement par rapport aux bases moulurées d'un simple chanfrein du pilier de l'arc triomphal. Donc on est sur un bâtiment qui possède un seul et même niveau de sol. Par contre, au-delà de l'arc triomphal à l'est, je ne sais pas ce qu'il y a, très certainement un chœur, mais il n'y en a plus aucune trace. Le mur goutreau sud de la nef nous donne un petit peu moins d'informations parce qu'il est encore très largement recouvert d'enduits, de décors peints, de décors à badigeons, ce qui fait qu'on a assez peu d'informations, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant qui est sorti, c'est la conservation d'une armoire liturgique haute, construite en briques. On retrouve ces briques, encore une fois. Elle nous donne en fait des indices sur les pratiques liturgiques à Sainte-Croix. Donc vous voyez, je vous ai laissé le niveau de sol de circulation restitué et cette petite armoire haute. Elle disparaît totalement avec les peintures murales, donc elle est forcément à l'intérieur de ces peintures murales. Donc on sait que ce type d'aménagement est régulièrement attesté à la période médiévale dans d'autres ordres. Je n'ai pas trouvé pour le moment d'autres occurrences en Chartreuse. Donc cette nef, elle possède des ouvertures côté nord, encore une fois. On connaît tout son système dispositif d'éclairage. Par contre, on ne connaît aucun système de porte, puisque, semble-t-il, tout est conservé côté sud. Et pour l'instant, on n'a pas forcément tout dégagé pour pouvoir comprendre. Et de toute façon, il y a des choses qu'on ne dégagera pas. Donc peut-être qu'il restera des interrogations. Donc, en premier lieu, on a une baie, toujours en briques, qui est conservée dans les élévations du mur goutreau nord. Donc cette baie, elle mesure 90 cm de large et 1,45 m de haut. Elle est légèrement ébrasée, mais très très légèrement. Elle peut être associée à une autre baie qui est très partiellement dégagée, toujours en briques, qui est encore aujourd'hui recouverte par les enduits jaunes de la sacristie. C'est le tout petit carré que je vous ai mis à côté. Donc ces deux baies témoignent d'un dispositif d'éclairage des parties basses de la nef depuis le nord. Mais on a d'autres baies, cette fois-ci en partie haute de mur goutreau nord. Donc la troisième baie, toujours construite en briques, est appareillée parfaitement au parement nord. Cette baie, elle s'inscrit dans le modèle des baies simples, étroites, à plein cintre, ébrasées, avec glacis.
Donc on en connaît des multiples variantes dans l'architecture religieuse. Mais cette baie elle est également associée à une quatrième baie, dont il ne reste quasiment rien, là encore en briques, et qui a largement été détruite au moment de la création des baies de la phase suivante. Donc ces 2 baies témoignent d'un dispositif d'éclairage sur les parties hautes de la nef. Donc la présence de ces 2 baies en partie haute interroge sur une possible tribune qui est construite au fond de la nef. Alors, ce type de tribune est attesté dans de nombreuses églises carthusiennes, mais aussi bien féminines que masculines. Et on a la reconnaissance d'accroche dans le mur occidental de la nef d'un potentiel plancher de tribune. Le dégagement des sous-bassements sous la sacristie a permis de redécouvrir 2 massifs de fondation qui pourraient être les massifs de fondation de cette tribune. Alors ces 2 massifs, Jean-Luc Mornefroy en avait dégagé un et avait émis l'hypothèse d'une fondation de barrière liturgique. C'est pas impossible que ce massif-là serve également au maintien de la barrière liturgique. Mais les 2 hypothèses peuvent aller soit séparément l'une avec l'autre, soit les 2 ensemble. Donc ces 2 massifs ont intégré dans leurs élévations des encoches maçonnées. Et dans ces encoches, on a retrouvé des fragments de bois. Donc ils étaient trop abîmés pour faire des datations dendrochronologiques, mais par contre, ils ont été datés en C14. Donc le plus récent a été daté de 1300 à 1398, avec un fort pic de probabilité entre 1304 et 1325. Ce qui fait qu'on retrouve de nouveau cette possible attribution de construction au premier tiers du XIVe siècle. Je vous rappelle, une des datations dendrochronologiques de l'abandon du premier état était de 1331. Donc entre 1304 et 1331, potentiellement la deuxième étape de construction de l'église médiévale. Mais c'est toujours pas fini. La 3e étape de construction correspond à l'agrandissement à l'est du bâtiment. C'est la construction du chœur gothique. Cette construction vient s'appuyer contre l'élévation de la nef. Donc, je vous ai mis le plan un peu rapide. Le rapport est en cours. Donc les plans sont un peu en mode intermédiaire. Il faut savoir que ce chœur, il est contemporain de la mise en place du contrefort monumental que l'on voit très très bien depuis l'extérieur de la Chartreuse. Ce contrefort, il est bien chaîné au chœur gothique. Par contre, il vient en appui contre les élévations de la nef. Donc on sait qu'on a une phase de construction différente. Donc, ce chœur gothique, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on va le revoir et le revoir avec les peintures murales. Je souligne cependant qu'il est extrêmement soigné. Si je vous ai dit tout à l'heure, la nef, elle est construite un petit peu avec des matériaux de moins bonne qualité. On a des petites dalles, des petits moellons, ils sont mal ascisés. Là, on est sur des grandes dalles de schiste, bien ascisées, mais qui sont différentes du premier état. Donc, je vous ai mis un relevé manuel, puisque lors de l'opération d'archéologie primitive, on a pu faire des relevés manuels, et la vectorisation en cours de ce chevet du chœur gothique. Je m'attarderai sur ce chœur gothique, sur les sous-bassements, qui ont fait l'objet d'un dégagement complet, parce qu'il y avait trop d'humidité. Alors la fonction de ce sous-bassement monumental, parce qu'il est voûté, en tout cas il a une voûte en berceau au départ, reste difficile à expliquer. Certes, c'est un sous-bassement, première chose. Deuxièmement, il y a des problèmes d'humidité, ça je voulais évoquer. Et dans ce sous-bassement, on a retrouvé une sorte de cuvette creusée, et un caniveau associé. Il est encore en fonction. En tout cas, les restaurations l'ont remis en fonction, ce caniveau. Donc, est-ce qu'on est là, encore une fois, dans un sous-bassement qui permet de maintenir une circulation d'air, une circulation d'eau, et éviter trop d'humidité dans le bâtiment. À savoir qu'à Sainte-Croix-en-Jarret, on a d'autres souterrains qui pourraient avoir la fonction de drain ou d'aqueduc, parce qu'on a des résurgences d'eau. Donc, on va se réintéresser à la nef. Quand on construit le chœur gothique, on vient insérer, on détruit, on abandonne, on bouche l'intégralité des fenêtres qui étaient en briques.
Mais par contre, on crée de nouvelles grandes fenêtres, cette fois-ci dans le style gothique. Donc de nouveau, le mur goutteau nord, c'est celle qui est la mieux préservée. Une photo de l'intérieur, une photo de l'extérieur. En face, dans le goutteau sud, on a également une fenêtre du même style, même dimension. Cette fois-ci, elle est un peu moins bien conservée. Elle est bouchée très certainement à l'époque moderne, au moment où on construit l'église moderne, paroissiale aujourd'hui. Et Claire, dans son diagnostic, a dégagé son appui. Vous avez les superbes enduits jaunes de la sacristie qui la cachent. À ces deux fenêtres, on a une porte qui est associée à cet état de construction de troisième église. Cette porte, il n'en reste pas grand-chose. On a un pied droit, on vous ai mis en pierre de taille, du grès cette fois-ci. Et ces fenêtres, ces portes, sont associées à une autre porte, cette fois-ci celle qui est dans le chœur gothique, et qui donne un accès, aujourd'hui c'est l'armoire du chœur, qui donne un accès, donc la première dans le chœur gothique, la deuxième au fond de la nef, côté sud. On a potentiellement une troisième porte dans la façade occidentale. Je n'ai pas fini le relevé, la mise au propre du relevé, donc je ne vous l'ai pas mis, mais elle mérite d'exister et elle sera signalée. Donc ces deux niveaux de circulation, en tout cas ces deux portes, nous permettent de restituer un niveau de circulation. Deux, puisqu'il y en a deux différents. Et on peut s'imaginer, en tout cas, on peut proposer une restitution. Alors, elles ont juste le mérite d'exister, ce sont des restitutions de réflexion. Mais un accès central par escalier entre le chœur et la nef, puisque à l'endroit où je vous ai positionné le petit escalier, on a bien redécouvert un massif très arraché, très abîmé, superposé de plein de petits niveaux de sol de chaud. Donc c'est pas impossible qu'on ait en tout cas un accès central, une circulation centrale entre la nef et le sanctuaire à cet endroit-là, directement sous la clé de voûte de l'arc triomphal et sous l'arc triomphal bien entendu. Donc si le chœur gothique ou en tout cas le sanctuaire est voûté d'ogives, extrêmement bien décoré, ça on le verra bien avec mes collègues, la nef elle n'est pas voûtée. Par contre, elle est charpentée. On a redécouvert toute une série d'encoches, des encoches qui servent au maintien de jambes de force, de jambes de forme qui maintiennent ensuite les fermes d'une charpente. Et là, tout l'intérêt de la discussion entre les restauratrices, là, en l'occurrence Claire, et les archéologues et les historiens, c'est de pouvoir justement discuter sur place. Et en fait, on peut restituer la forme de cette charpente par les peintures murales. Claire peut-être l'évoquera plus tard, mais au fond de la nef, côté aux façades occidentales intérieures, on a une frise qui part en ogive, qui part en arc brisé, pardon, et à partir de cet arc brisé, on peut restituer la forme de cette charpente. C'est en cours, un jour ça arrivera pour la visualisation plus facile. Alors justement, cette discussion avec les peintures murales, elle est extrêmement importante puisque c'est dans cet état-là qu'on a la position de décors peints, non pas ceux de Thibaut de Vassalieu, mais d'abord des décors non figuratifs qui ont été retrouvés dans la nef, mais aussi dans le chœur. Les deux espaces sont des décors proches, mais qui sont un petit peu différents justement pour marquer la différence entre nef et sanctuaire. Et ces décors nous apportent d'autres renseignements sur des choses que l'archéologie ne peut plus ne peut pas voir parce qu'on a ces décors justement qui cachent la maçonnerie, notamment la tribune. On sait que la tribune qui était déjà présente dans l'état précédent, en fait elle est conservée et les décors peints forment une sorte de petit ressaut, s'adaptent au plancher de la tribune. Donc la tribune continue de persister, d'exister dans le troisième état de construction médiévale de l'église de la Chartreuse. Ces décors peints aussi, Claire peut-être l'évoquera également, s'arrêtent net à une certaine altitude. Je ne l'ai pas reporté, c'est une erreur de ma part. Je s'arrête à peu près de toute façon au niveau du plancher moderne. Et en dessous, semble-t-il, d'après le diagnostic, ça reste à vérifier dans les futures investigations, il n'y a pas d'autres peintures murales.
Alors, cette absence de peinture murale nous a pas mal questionné. La seule hypothèse que l'on voit, c'est la présence de stalles qui rendent non nécessaires des décors. Pour le moment, ça reste une hypothèse qui devra être vérifiée. Je terminerai, je conclurai. Non, je vais d'abord continuer là-dessus. Voilà. Donc, c'est une sorte de petit plan de restitution de ce que vous pouvez imaginer de cette phase de construction, la dernière phase de construction médiévale. Vous avez le chœur gothique, l'emmarchement, la nef, la tribune. Et dans de cette architecture, il faut s'imaginer la séparation entre les pères et les frères chartreux, entre les pères frères chartreux et le célébrant. Donc des séparations architecturales, puisqu'il y a une tribune, puisqu'il y a de l'escalier, des séparations de mobilier, puisqu'il y a sans doute des barrières liturgiques. Et l'étude de cette église, je ne voulais pas m'étendre parce qu'il y a trop de choses à dire dessus, nous a montré qu'il y avait des portes au sud. Et ces portes au sud témoignent clairement de la présence d'autres bâtiments à l'emplacement de l'église paroissiale, à l'emplacement de la cour du périscolaire et à l'emplacement du petit cloître, tous ces bâtiments étant d'époque moderne. Donc ça veut dire que au XIVe siècle, au moment où on finalise cette église, je vais simplifier en disant gothique, on a un monastère, on a des bâtiments monastiques qui sont au sud de l'église, qui aujourd'hui n'existent plus. Je conclurai donc cette fois-ci réellement sur l'époque moderne. C'est à ce moment-là qu'en fait l'église médiévale prend son aspect qu'on a aujourd'hui, en 3 parties. Le chœur, la sacristie et une sorte d'espace indéterminé. Cette phase de construction, elle est très caractérisée par son mortier de construction en terre. Donc on arrive très bien à la repérer. Donc ça crée des grands murs de refend. Ça bouche par exemple les baies gothiques qui sont plus utilisées, puisqu'on a notamment celle du sud, on a le mur de chœur de l'église paroissiale qui vient dessus. Donc on a un abandon de tout ce qui a pu faire l'église médiévale. On a sans doute aussi une destruction de la charpente. Alors, est-ce qu'elle est détruite avant? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, semble-t-il qu'elle a été arrachée proprement, puisqu'on a encore ces superbes encoches très propres. Et on a un remplacement de la charpente avec la constitution de la charpente actuelle. Cette charpente a fait l'objet de datations dendrochronologiques. Et on sait que les bois, l'abattage des bois remonte à 1745, automne-hiver 1745-1746, ce qui fait que ça correspond peu ou prou aux périodes de construction de l'église paroissiale. Et on a ensuite le comblement, petit à petit, mais en tout cas on a une grosse phase de comblement dans ces mêmes époques, début du XVIIIe siècle, de l'intégralité des soubassements pour créer le plancher qui a été restauré en 2021. Je vous remercie de votre attention. Tu nous disais qu'il restait des choses à voir dans l'église médiévale. Qu'est-ce qu'il reste à c'est au niveau de la sacristie, les enduits jaunes. Sous les enduits jaunes, on a potentiellement d'autres. Vous avez vu, il y a un petit vestige d'une baie. Alors, à partir de 4 briques, on fait des miracles, mais ça serait pas mal de voir si elle existe vraiment, cette baie. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres informations. Donc, si on a un dégagement de ces enduits, on peut avoir d'autres informations sur les méthodes de construction. On a peut-être d'autres aménagements liturgiques qui vont apparaître, notamment peut-être des traces de barrières liturgiques, puisque au niveau de l'arc triomphal a des piliers. Ces piliers sont partiellement sculptés à différents endroits. Ce qui pourrait sous-entendre la présence, en tout cas la mise en place de grilles à un moment donné, sauf qu'en fait on n'en a que 2 cm, donc ce qui fait qu'à partir de ça on ne peut pas faire grand-chose, mais par contre si c'est dégagé, effectivement on va commencer à avoir un peu plus d'informations et voir, parce qu'en fait ces barrières liturgiques elles évoluent extrêmement souvent,
Et donc, voilà, on a des informations sur l'éclairage, sur les portes, sur les barrières liturgiques et peut-être sur les peintures murales, parce qu'on s'est peut-être trompé voilà, avec Claire sur l'absence. Tu me corrigerais, Claire, si nécessaire, mais voilà. Je suis un peu ignare, mais une barrière liturgique, c'est quoi ? Une barrière liturgique, ça permet de séparer les espaces liturgiques différents. Donc là, en fait, à l'occurrence, on sait que, par exemple, dans l'église paroissiale, vous avez les traces d'une petite grille qui sépare les frères chartreux des pères chartreux. Et ben ça, c'est une barrière liturgique. Mais au Moyen-Âge, elles sont un peu plus massives. En fait, c'est ce qui remplace les jubés et ou ça existe en parallèle, hein, mais voilà. Donc ça permet en fait de cacher une partie du sacrement. Et ces barrières liturgiques sont systématiquement ouvertes à certains moments. Donc, c'est pas forcément des grilles, ça peut être des murs, mais ça veut dire qu'il y a des grilles, il y a des volets. Ça s'ouvre, ça se ferme à certains moments de la liturgie. Comme dans l'église orthodoxe, par exemple, aujourd'hui. Oui, voilà, ouais, très bien, c'est ça. Est-ce que cette barrière liturgique, vous avez bien vérifié que c'était pas, comme ça a été restauré, une barrière qui était utilisée pour les communions à la fin au milieu du 19e siècle ? Alors, ça aurait pu. Mais en fait, avec des comparaisons sur d'autres églises carthusiennes, hein, parce qu'on a pas mal de chercheurs qui travaillent sur ces églises carthusiennes, ont bien démontré qu'il y avait bien cette petite présence de grille. Voilà. Et si vous allez, vous allez dans le nord, alors faut faire un petit peu de route, vous allez à Montreuil-sur-Mer, il y a la chartreuse Montreuil-sur-Mer, vous verrez la barrière liturgique, elle ressemble, on pourrait s'imaginer quelque chose de similaire à Sainte-Croix. Oui, merci Mathilde. Il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est la tribune. Elle a été démolie quand ? Bonne question. Très certainement à l'époque moderne, parce qu'en fait, elle empiète, quand on construit le refend entre la sacristie et cet espace un peu indéterminé, qui est aujourd'hui un grand trou tout vide, ça coupe en plein milieu de la tribune. Donc forcément, elle a dû être détruite à ce moment-là. Et pour la liturgie des Chartreux, la tribune, c'est un élément important. Je ne connais pas bien les Chartreux. J'avoue que là-dessus, je pêche un peu sur la liturgie des hommes. Donc je vais répondre à côté, c'est-à-dire pour les femmes. Parce que chez les femmes, la tribune, normalement, est réservée aux laïcs. Donc parce qu'on n'a pas trop le droit de rentrer dans une église carthusienne quand on est séculier, en tout cas ou laïque. Et donc, dans les chartreuses féminines, on va trouver cette combine au moment de la consécration d'une chartreuse, d'avoir une tribune pour que la famille puisse assister à la consécration. Chez les pères chartreux, c'est pas impossible que, comme on a quand même une toute petite nef, 8 mètres de long, c'est pas bien grand, c'est pas impossible que les frères chartreux soient reportés en haut et les pères chartreux en bas. Parce qu'en fait, ils doivent bien être séparés. Il y a ces barrières liturgiques. Donc, est-ce que la tribune devient barrière liturgique cette fois-ci ? C'est pas impossible. Mais tout ça, ça reste des suppositions. Et j'ai hâte d'échanger avec des liturgistes, si on peut dire ça. Parce que là, je pêche là-dessus. Qu'est-ce qui serait intéressant qu'est-ce qui serait important de fouiller maintenant pour aller plus loin ? Tout. Ouais. Non, là, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment cette église moderne s'intègre dans quelque chose de préexistant. C'est de comprendre les relations entre tout ça. Ça pourrait être une belle priorité. Après la restauration, bien entendu, parce que là, c'est vraiment une vraie priorité. Est-ce que vous n'auriez pas l'intention de gratter un peu sous l'enduit jaune ? Alors, il y a la tranche 3 des travaux qui prévoit ce type d'enlèvement. C'est soumis à l'archéologie préventive. Il y a une prescription qui va être réalisée. À partir de là, on va répondre en tant qu'INRAP et d'autres boîtes d'archéologie privée répondront au marché. Et voilà, puisque apparemment c'est dans le projet. Oui, par rapport à tes observations sur le réseau de collecteurs qu'on a sous le chœur, hein, si j'ai bien compris, du XIVe siècle, est-ce que tu arrives à le resituer par rapport à l'environnement hydraulique autour, les bassins qui existaient, les choses comme ça ? Eh bien, juste en contrebas, il y a des viviers, ça peut jouer. ça peut jouer. Et il y a un deuxième... alors, je vais remettre une image
ici au fond de la nef, en dessous là, ici au niveau de Montpointeur. Il y a un autre souterrain, potentiellement un drain à aqueduc, qui va aussi dans ce sens-là. Donc est-ce qu'il y a une résurgence au niveau du rocher? Là, peut-être les habitants de Sainte-Croix me répondront mieux que moi. Il y a peut-être une utilisation pour... Bon, il doit y avoir quelque chose. En tout cas, il y a une filtration qui se fait. Voilà. Et dans le premier état de construction, il n'y a pas d'aménagement spécifiquement hydraulique? Non. Il n'y a vraiment que l'installation par aplanissement. Les cuvettes interviennent un peu plus tardivement. Au cours de la visite, il y a des pavés de verre en dessus de cette partie où on aperçoit un atelier. Et il nous a été indiqué qu'il y avait au moins 3 ou 4 niveaux de caves liés à la topographie du terrain. Est-ce que, lors de fouilles, on est allé au maximum de ces niveaux en profondeur, ou est-ce qu'il y a encore à creuser, auquel cas ça pourrait nous emmener même dans des découvertes qui seraient de niveaux qui seraient antérieurs au premier bâtiment que vous avez présenté, ou est-ce que cette hypothèse est totalement exclue? On ne peut pas exclure totalement pour l'instant, en sachant qu'il y a quand même eu pas mal d'opérations archéologiques qui n'ont pas trouvé, y compris les miennes, qui n'ont pas trouvé de vestiges, d'indices d'occupation antérieure à la fin du XIIIe siècle. Ça, c'est une première chose. Pour la question des soubassements, des multiples niveaux de caves, en tout cas pour l'église, on a été quasiment... On s'est arrêté sur le rocher extrait, donc on ne peut pas aller plus bas, il n'y a pas plus de traces. Donc au niveau de l'église, certainement, il n'y a pas d'occupation antérieure. Pour ce qui est des autres aménagements souterrains sous les niveaux, avec plusieurs niveaux, je suis assez mal placée pour répondre, puisqu'il y a d'autres chercheurs du Grave, si je ne me trompe pas, qui ont fait pas mal de relevés. Ils n'ont pas particulièrement fait de datation, mais à chaque fois, ils reviennent de datation chimique ou archéométrique, mais à chaque fois, ça semble lié à des aménagements soit médiévaux, soit modernes. Ensuite, là, pour le coup, comme j'ai lu les rapports, mais c'est assez lointain, je ne peux pas plus répondre à votre question. Merci. Mais en tout cas, au niveau de l'Ermitage, ouais. Question très pragmatique. Une analyse d'Andro actuellement, j'ai perdu le fil, ça coûte combien? Parce qu'on va faire un appel à la Fondation du patrimoine, à Berne, à tout ce que vous voulez. S'il y a besoin. Et est-ce qu'il y a encore besoin d'analyser des bois sur votre site? Alors, tous les bois qu'on a pu croiser ont fait l'objet d'une datation dendrochronologique. Il y a eu, si je ne me trompe pas, 4 datations sur le plancher moderne qui séparent qui est sur le plafond de la sacristie. Il y a eu des datations sur des bois au niveau de Montpointeur, ici, qui sont aussi modernes. Donc ceux-là, il n'y a plus trop besoin. Les bois qui ont été datés entre les 2 états les plus anciens, eux, le premier, il est tombé quasiment en miettes dans nos mains, donc celui qui a fait l'objet d'une datation radiocarbone. Donc lui, bon, il n'existe plus. Le deuxième a été laissé sur place, donc lui, il est toujours, mais il est daté, donc plus besoin. La dernière, je n'ai pas évoqué cette petite fenêtre dite de Béatrice, parce que j'ai mis un voile pudique dessus, parce que en fait ça pourrait faire l'objet d'une autre communication, parce que ça nous donne des renseignements sur ce qu'il y a à côté de l'église. Mais son linteau a été daté en dendrochronologie, puisqu'il est en bois également, sauf que c'est un remploi d'une feuillure de porte en bois. Donc la datation dendrochronologique, elle est intéressante, elle date de la fin du XIIIe siècle, mais par contre elle ne nous informe rien de plus. Donc comme ça, là, sauf découverte sous d'autres travaux, tous les bois ont été soit datés en dendrochronologie, soit en C14, voire même les deux. Mathilde, les bois, les essences, tu nous en as pas parlé? C'est que du chêne. Que du chêne. D'accord. Le petit triangle qui est au-dessus de la porte qui sépare actuellement la sacristie du chœur, oui, on doit le revoir. Il a été étudié, il a été... Je ne sais même pas de quand il date. Potentiellement, il est
d'époque moderne, en tout cas de ce que le relevé qui a été fait de ce petit triangle. Alors je cherche l'image. Il y a des briques, on voit des briques. Voilà, il est là. Oui, c'est ça. C'est très certainement un arc de décharge pour la porte qui est en dessous. Et il est totalement intégré à la maçonnerie du refend, donc qui vient couper le bâtiment en deux. Et cette maçonnerie, elle est toute avec du mortier de terre qui est caractéristique dans le bâtiment de l'église de l'époque moderne. D'accord. Donc on a envie de dire qu'il est d'époque moderne. Ok. Mais il y a 2 phases de construction dans mes souvenirs. Merci. Et dernière question, quelle est la vocation d'une armoire liturgique haute ? Je crois que je vais avoir besoin d'aide dans la salle, d'autres archéologues. Non, l'hypothèse, de ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas la spécialité des armoires liturgiques hautes, c'est pour abriter les objets de valeur du monastère. Voilà. Après, peut-être que mes collègues archéologues dans la salle peuvent apporter d'autres informations. Oui, c'est un coffre, ouais. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.